WeNetwork s'est rendu il y a quelques temps au salon Global Industry. Ça fait partie des salons sur lesquels on amène nos adhérents et puis ensuite, derrière, on propose un feedback. Ce salon a été pour nous une découverte de l'entreprise que porte Jean-Philippe, entreprise qui s'appelle OSS Venture. Et j'introduis sa présentation avec une expérience personnelle qui est celle de la tech. Moi, pendant plusieurs années, j'ai fait partie de cet écosystème tech. C'est cet écosystème de start-up mirifique, mirobolante et sympathique que j'ai observé, que j'ai accompagné, que j'ai accéléré, puisque j'ai monté avec quelques-uns un accélérateur de start-up, mais dans un monde très particulier, très facile d'accès pour les startups, qui est celui du monde du retail, qui est le monde de l'assurance et de la banque. Et en les fréquentant, j'ai appris beaucoup de choses sur l'industrie traditionnelle. J'ai appris qu'il fallait changer de modèle, j'ai appris qu'il fallait changer d'approche, j'ai appris qu'il fallait changer d'état d'esprit pour aller plus vite, plus loin et plus fort dans le développement de la valeur. Et je crois que le développement de la valeur, on le veut tous pour nos entreprises. Et j'ai donc rencontré au Global Industry une entreprise qui a mis les startups industrielles au centre de la réflexion. Parce que finalement, il n'y a pas que des startups dans l'assurance, la banque et le retail. Il y a aussi de plus en plus de startups qui sont dans le domaine de la technologie. Et ça, je crois que pour nous, entreprises industrielles, il faut commencer à les regarder, à s'en inspirer, peut-être à les challenger, mais en tout cas à les considérer comme des vraies alternatives, des vraies parties prenantes de notre écosystème, de notre écosystème de création de valeur. Donc, partant de là, quand j'ai rencontré sur ce salon OSS Venture, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous mettre en relation avec Jean-Philippe Lorinquet et ses équipes pour vous présenter comment est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, ils ont réussi le pari de faire émerger des startups dans le monde industriel pour les industriels au bénéfice d'une vraie création de valeur. Et en quelques années, je crois 2 ans, ils ont réussi à monter 9 startups dans différents domaines d'activité que va vous présenter Jean-Philippe. Ça te va comme petit mot d'introduction, Jean-Philippe? Ouais, c'est très gentil à toi, merci beaucoup. Puis c'est très laudatif, donc forcément, je rougis un peu, j'aime bien. On va passer 50, allez, on va essayer de passer 50 minutes ensemble, puisqu'on va se garder 5 minutes pour la fin, Charles, parce que je crois que tu as des petites annonces à faire. Je vais essayer de le faire au pas de course, parce que j'ai plein de choses à vous raconter, mais n'hésitez pas à m'arrêter, à me poser des questions. Ça risque de secouer un peu, mais il y a un replay, donc vous pourrez repasser l'essai au ralenti si besoin. Je vous prie de m'excuser par avance parce que les slides sont en anglais, mais ce que je vais vous raconter sera en français. Ça sera parfois du français à la Jacques Van Damme parce qu'on a tout un jargon qui est très inspiré par des anglicismes. Et là aussi, je vous prie de m'en excuser. Donc parfois, on est un peu ridicule dans la façon dont on s'exprime. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait du fond et j'espère que vous en trouverez. Je commence donc rapidement pour vous dire ce qu'on est. Alors, attendez, il faut que je cache ça sinon vous n'allez pas voir. Hop, voilà. On est un fonds d'investissement en réalité. C'est-à-dire qu'on a un business model qui est un tout petit peu particulier. On passe notre vie dans les usines. On va voir à peu près une cinquantaine d'usines par an. Dans ces usines, qu'est-ce qu'on y voit? On essaye d'y repérer les problèmes que rencontrent les managers de première ligne et les opérateurs. Une fois qu'on a trouvé un problème qui était partagé par 40% des usines, eh bien, on se dit, là, il y a un software, il y a un logiciel à créer pour résoudre ce problème. À ce moment-là, on va recruter ce qu'on appelle des founders, donc des fondateurs, qui sont des jeunes qui viennent de l'univers de la tech et qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas d'idée. Et plutôt que de les laisser partir faire le énième Uber de la croquette pour chien, eh bien, on va les prendre sous notre aile, on va leur dire, écoute, toi, tu vas traverser le périph', on va t'emmener dans la France des usines. Tu vas découvrir que c'est un monde merveilleux, tu vas comprendre qu'il y a des problèmes, tu vas comprendre qu'il
il y a des problèmes à résoudre qui sont extrêmement intéressants. Et on leur donne donc l'idée, on leur donne la méthode, on leur donne du temps de travail, puisqu'on est, on est environ 15 personnes dans l'entreprise qui ont entre 10 et 20 ans d'expérience dans la création de startups. Donc, on les aide sur le produit, on les aide sur la tech, on les aide sur le design, on les aide sur les ventes, on les aide un peu sur tout. Et à la fin de 8-9 mois, une fois que le produit est lancé, il a ses premiers clients, on les laisse voler de leurs premières ailes, de leurs propres ailes, et nous, on va prendre entre 20 et 30% de l'entreprise. Donc, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Notre rémunération vient du fait qu'on a des participations dans des entreprises que nous avons co-créées, et on espère que dans 5, 10, 15 ans, les entreprises en question valent plus que les 300-400 000 euros qu'elles nous auront coûté. Fleur, je te laisse regarder le chat sur les discussions. Je n'aurai pas le temps de le faire. Donc, si tu as des interventions ou si vous avez des questions, passez par Fleur. Et Fleur, tu n'hésites pas à l'interrompre s'il le faut. Je ne vais pas vous faire le pitch de toutes ces startups parce qu'on n'est pas là pour ça. Ce n'est pas une page de publicité. Je mets juste pour que vous ayez une idée du genre de choses qu'on fait. Automi, vous prenez n'importe quelle caméra sur Cdiscount, vous mettez à côté d'un serveur sur lequel il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Automi. N'importe quel opérateur est capable d'entraîner l'intelligence artificielle pour dire si la pièce est bonne d'un point de vue surfacique, d'un point de vue dimensionnel ou même juste faire du comptage. Et vous entraînez, l'opérateur va entraîner lui-même l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qu'on appelle du computer vision désexpertisé. Et là où aujourd'hui, le computer vision, ça existe depuis 40 ans dans l'industrie. En général, c'est des projets entre 150 000 et 300 000 euros. Et donc, on n'en met pas partout. Bah là, ça coûte quelques centaines d'euros par poste. Et du coup, vous pouvez en mettre partout. Et ça permet d'assister l'opérateur. Fabrique, pour ceux qui sont des fanatiques du Lean, ça va vous remplacer le tableau blanc que vous avez dans tous vos ateliers. Et ça va vous permettre de structurer la donnée et donc de faire circuler la donnée latéralement vers les supports du type maintenance, qualité ou autre. Verticalement, si vous avez besoin de faire des escalades. Mais surtout, quand 6 mois après ou 1 an après, vous avez le même problème qui revient, eh bien, vous avez déjà le plan de correction ou le plan d'action qui est prêt. Je ne vais pas plus loin. Si ça vous intéresse, vous irez voir par vous-même. On a encore 2 startups dans le four, donc on va être bientôt à 12 startups en 2 ans et demi. On est présent dans 240 usines, utilisées par 16 000 utilisateurs dans plein de groupes et dans plein de secteurs complètement différents. Ça va du chocolat aux pneus en passant par les machines outils, donc vraiment plein de choses. Et on va arriver à ce qui nous intéresse un peu plus. Première partie, ce qu'on voit sur le terrain sur l'industrie 4.0. Deuxième partie, c'est comment une entreprise industrielle peut devenir une tech company. Je vous donne un exemple de tech company, Tesla. Tesla n'est pas un fabricant de voitures, c'est une tech company, on en parlera un petit peu plus tard. Et quels sont les éléments clés de succès qui vous permettent de basculer de l'un à l'autre. Si on fait un peu d'histoire, il y a eu 3 grandes périodes dans l'IT. La première période, les mainframes, la S400. IBM envoyait des codeurs dans les usines. L'informatique dans les usines, c'était l'avenir parce qu'il y avait l'informatique dans les usines et pas ailleurs. Deuxième partie, SAP crée un produit qu'on connaît bien avec pour objectif de diminuer de 40 à 50% le coût de développement parce qu'il y a déjà une partie qui est productisée. Le problème, c'est que l'expérience utilisateur est absolument exécrable, que les données sont loquées dans les systèmes, qu'aujourd'hui, les ERP rigidifient, y compris la production. Et vous savez que votre ERP rigidifie la production quand le jour où vous voulez faire une modification dans votre processus de production, on vous dit bah non, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas le champ dans l'ERP. Ça, vous vous dites qu'en général, vous n'êtes pas très bien. Et je pense qu'autour de la table, il y a quelques personnes à qui ça a dû arriver. Et on arrive maintenant dans une 3e période qui est la période ERP plus Software as a Service. On va en parler juste après pour définir ce que c'est. Et également la partie données. Donc, un Software as a Service, contrairement à un logiciel tel que SAP, c'est un tout petit produit qui va répondre très, très bien à la résolution d'un problème avec une expérience utilisateur qui fait qu'il n'y a pas besoin de 3 semaines ou 3 mois de formation pour que la personne s'approprie le produit. C'est le même design que vous utilisez sur Facebook. Quand aujourd'hui vous mettez Facebook sur votre mobile,
vous n'avez pas 3 mois de formation, vous comprenez immédiatement comment ça fonctionne. Eh bien, ces nouveaux softwares fonctionnent de la même façon. Chose importante, on est en train de subir une transformation de l'architecture informatique qui hier était ce qu'on appelle software-centric, donc centré autour du logiciel. Donc la donnée était dans chaque logiciel différente et il fallait connecter, SAP était au centre de tout, il fallait connecter tous les logiciels SAP à une organisation qui est plus ce qu'on appelle data-centric, c'est-à-dire que la donnée est au centre de tout et ce sont les softwares qui vont se connecter à cette donnée. Je vous donne un exemple. La table des employés, dans l'organisation de gauche, vous devez l'avoir dans votre entreprise au moins une bonne dizaine de fois parce que vous allez l'avoir dans l'Active Directory, vous allez l'avoir dans l'ERP, dans le logiciel de paye, le logiciel de gestion des RH, la badgeuse, etc., etc. Évidemment, il n'y a pas 2 fois où la liste sera équivalente. Dans l'organisation de droite, c'est différent. Vous avez une liste des employés et une seule qui se trouve dans ce qu'on appelle un data lake ou un data warehouse. Et ensuite, ce sont les softwares qui vont venir se connecter directement à cette table. Dans la partie de gauche, si vous avez N applications, vous avez N fois N-1 connecteurs à faire. C'est exponentiel et c'est ingérable. Dans la partie de droite, vous avez N connexions. Les tables sont toutes au même endroit. Donc, vous pouvez commencer à croiser les tables. À partir du moment où vous pouvez commencer à croiser les tables, vous pouvez commencer à faire de l'analytique intéressante. Donc, par exemple, être capable de remonter à l'opérateur qui a fait la pièce XB12 qui a généré une demande client auprès du service client parce que non-conformité. Aujourd'hui, il faut remonter dans les classeurs éventuellement et dans le papier, c'est assez complexe. Et puis surtout, comme la donnée est au même endroit et vous avez l'historique de données, vous allez pouvoir commencer à vous amuser sur des problématiques d'intelligence artificielle, de machine learning ou tous ces gros mots qui sont un peu à la mode actuellement. Autre chose importante, ça c'est ce qu'on appelle la matrice make or buy. Donc soit j'achète, soit je fais. Nous on voit trop souvent des industriels qui se trompent entre je fais moi-même ou je l'achète. En haut, vous avez la taille de l'investissement. En haut, ça coûte très cher. En bas, vous avez la réplicabilité du problème. Est-ce que à droite, tout le monde a le même problème ou à gauche, je suis le seul à avoir le problème? On prend un exemple tel que la paye, à nouveau. La paye, tout le monde a le même problème. C'est extrêmement complexe et il n'y a qu'un logiciel de paye complexe qui va vous permettre de résoudre ça et donc vous vous retrouvez rapidement dans ces softwares monolithiques. Maintenant, vous vous appelez Michelin. Vous avez en entrée une matière première vivante qui est au caoutchouc et qui n'est jamais la même. Et à la sortie, un pneu qui doit toujours être le même. Au milieu, vous avez votre process de production. Évidemment, si vous voulez créer une intelligence artificielle qui vous permet d'adapter en temps réel votre processus de production en fonction des données d'entrée, des données de température, de pression, de plein d'éléments extérieurs, si vous voulez l'acheter à l'extérieur, vous n'allez pas le trouver parce qu'en gros, il y a 5 compagnies dans le monde qui ont le même problème que vous. Vous allez avoir Goodyear, Pirelli, et en plus, il devient critique de maîtriser cet aspect-là. Donc, vous allez devoir le développer vous-même. Est apparu également 2 nouvelles catégories. La première catégorie qui est les software as a service dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce sont des petits logiciels qui résolvent des problèmes très particuliers, mais qui vont les résoudre très en profondeur avec, encore une fois, cette partie expérience utilisateur qui est excellente. Et également des outils de ce qu'on appelle low-code, no-code, qui vont vous permettre de résoudre ce qu'on appelle les petits irritants du quotidien. Je vous donne un exemple. On travaille avec un partenaire qui fait du chocolat. Ce chocolat se fait dans des cuves et ces cuves, il y a une centaine de cuves qui n'arrêtent pas de voyager, soit dans les ateliers, soit chez des sous-traitants, soit chez des fournisseurs. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais où sont les tubes. Première réaction d'ingénieur classique, on se dit on va mettre des puces RFID, on va mettre des portails RFID, et puis grâce à ça, on saura enfin où sont nos cubes. Coût à peu près 150 000 € et 6 à 12 mois d'implémentation. Donc, no go, parce que pas de rentabilité, pas d'intérêt. Deuxième possibilité,
On utilise ces plateformes de low-code, no-code qui permettent de créer des apps sans savoir coder avec cette notion de glisser-déposer, drag and drop. On fait sortir des QR codes à cette application. On met des douchettes un peu partout dans l'atelier. On en a pour 2 000 € d'équipement. En 2 semaines, on a collé les QR codes sur toutes les cubes et on sait désormais où sont toutes les cubes. Donc, vous voyez, ces nouvelles plateformes de low-code, no-code vous ouvrent un champ des possibles qui est extrêmement puissant et qui est beaucoup plus puissant que le fichier Excel VBA qu'aura développé le stagiaire, qui est le seul à comprendre ce qu'il a fait. Mais le stagiaire, il est parti et plus personne n'est capable de maintenir l'application. J'imagine que je donne un exemple au hasard qui n'est jamais arrivé à aucune des personnes qui sont autour de ce call. L'industrie 4.0, je ne vais pas essayer de vous expliquer à quel point c'est critique pour vous. Si vous avez besoin encore d'être convaincu, vous avez une étude d'Accenture qui est extrêmement bien faite, qui s'appelle The Race for Digital Operation Transformation. Vous voyez ici tous les gains vécus ou attendus du 4.0. Nous, on le constate aujourd'hui très clairement. Il y a une accélération très très forte dans l'industrie entre l'accroissement de l'écart entre ceux qui y sont passés et ceux qui n'y sont pas. Ceux qui y sont passés vont très 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 vite. Ceux qui n'y sont pas sont en train de s'écrouler aussi très 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 vite. Donc on a une reprise en K et non pas en V ou en W. C'est vraiment une reprise en K de ceux qui y passent et de ceux qui n'y passent pas. Donc si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous invite à lire cette étude. Elle est vraiment importante. On s'est aussi amusé à travers toutes les 150 usines qu'on a visitées à faire un petit benchmark sur 4 catégories. Ceux qui aujourd'hui pensent que le lean est largement suffisant et ce n'est pas la peine d'aller au-delà, à peu près 45% des sociétés qu'on visite. D'autres qui se disent oh là là, c'est vrai que ça a l'air bien, mais par où commencer? La troisième, c'est bon, je suis convaincu, je fais déjà mes tests, je fais mes premiers plantages, mes premières itérations, j'ai mes premières réussites et ça commence à aller mieux. Et puis ensuite, ceux pour qui la tech, la donnée au centre de l'entreprise, au centre de l'usine, c'est juste le nouveau mantra après mes hommes, mes machines. Aujourd'hui, c'est mes hommes, mes machines, mes data et rien d'autre. Et donc, si on regarde un peu aujourd'hui ce qu'on a pu nous constater, alors ce sont des gens qui nous ont été autorisés à utiliser leur logo. Vous voyez que l'automobile est plutôt en avance, mais avec quand même des écarts types significatifs entre les Michelin, Tesla qui sont loin devant, les constructeurs traditionnels qui sont derrière, et ensuite plus on descend dans les sous-traitants et plus on descend dans la maturité. Et puis vous avez des gens comme dans la PropTech qui sont aujourd'hui aux fraises, on va dire ça comme ça, avec pas forcément encore de vision sur est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Deux cas d'études qui peuvent vous montrer un peu ce que tout ça peut engendrer. Cuisine Schmidt qui se retrouvait coincé entre d'un côté la cuisine chinoise qui coûte vraiment pas cher et de l'autre de la cuisine très 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 luxe qu'on trouve dans les bateaux, dans les manoirs, enfin bref. Et eux se sont dit, nous, notre différenciation, ça va être l'ultra-personnalisation. Et l'ultra-personnalisation, quand on fait de la cuisine, c'est extrêmement complexe parce que aujourd'hui, je crois qu'ils gèrent 19 trillions de combinaisons possibles. Ils se sont énormément digitalisés, robotisés. La donnée est au cœur de tout. Et aujourd'hui, entre le moment où la commande est passée et le moment où la cuisine sort de production, il se passe 24 heures. Donc, vous imaginez avec 19 milliards ou non, trilliards pardon, de combinaisons derrière. Cette ultra-personnalisation leur a permis de regagner des parts de marché et au final une croissance très très forte. Michelin, eux, ils ont commencé par digitaliser un process qui était de savoir quelles sont les données relatives à mes pneus. Donc, ils ont mis des puces RFID dans les pneus de camion et dans les pneus d'avion.
Ensuite, ils se sont dit, bon, très bien, maintenant que j'ai de la donnée, maintenant que je sais comment sont utilisés mes pneus, qu'est-ce que je peux en faire? Je connais le comportement moyen de mon pneu, je sais comment l'améliorer. Et du coup, bah, je vais changer mon business model. Et changer de business model, ça a été quoi pour eux? Bah, aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, pour les poids lourds ou pour les avions, ils ne vendent plus des pneus, mais ils vendent soit des kilomètres, soit des atterrissages. Dans l'aviation, c'est critique puisque un avion qui est au sol pour changer un pneu, c'est un avion qui est arrêté. Un avion qui est arrêté, c'est un avion qui coûte beaucoup d'argent à une compagnie. Donc, en allongeant la durée de vie du pneu, il rendait extrêmement, il donnait beaucoup de valeur à leurs pneus pour la compagnie aérienne. Et la conclusion de tout ça, ils ont baissé la production de leurs pneus de 30%, mais ils ont augmenté leur EBITDA de 15%. Donc, évidemment, ils ont aussi diminué leur empreinte carbone puisqu'ils produisaient moins de pneus. Donc, ils ont à la fois aligné leurs objectifs, qui étaient d'améliorer leur marge, mais également d'améliorer la profitabilité des compagnies aériennes en diminuant le temps d'immobilisation des avions. On vient de terminer la première partie. Je ne sais pas si je vous avais prévenu, ça allait très vite. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou si on continue. Pour l'instant, pas de questions, Jean-Philippe. Pour l'instant, pas de questions. Alors, on reboucle les ceintures et on continue. Qu'est-ce que c'est qu'une tech company? Ben, en réalité, si je viens. Alors, attendez. Les tech companies sont apparues il y a 20 ans maintenant, essentiellement du fait de la loi de Moore. La loi de Moore, vous la connaissez probablement, c'est les CPU des serveurs de l'informatique doublent tous les 18 mois. Ça fait, elle a 50 ans, elle a 40 ans, cette loi, elle est toujours valide. On n'arrive pas à démontrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la capacité d'analyse et la capacité d'automatisation et les données autour de tout ça sont devenues infinies et ça continue à croître. Mais quand on parle de tech company, en réalité, si quelqu'un est capable de me dire quel est le lien entre Tesla, entre Airbnb, entre Amazon, entre Stripe, entre Alan c'est de l'assurance, Stripe c'est du paiement interbancaire, il y en a pas. Il y en a pas. La seule chose, c'est qu'en réalité, ce qu'on appelle une tech company, c'est que la tech, c'est une nouvelle façon de faire des opérations. Donc, tech, c'est un mot un peu fourre-tout, mais en réalité, n'importe quelle société qui place la donnée au cœur de ses opérations peut être considérée comme une tech company. Vous pouvez nous dire, mais pourquoi Tesla on considère Tesla comme une tech company? Parce qu'aujourd'hui, 80% de la valeur de Tesla, ce n'est pas le nombre de voitures qu'ils vendent, c'est le logiciel embarqué qui génère énormément de valeur. Un exemple de la valeur que ça peut générer, Tesla a un problème avec ses freins. Ils ont été capables de faire une correction software qui a corrigé le problème hardware. Donc, vous imaginez un peu l'impact que tout ça peut faire. Avant, quand on s'appelait Volkswagen et qu'on avait un problème, il fallait faire un rappel de 500 000 ou d'1 million de véhicules. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais comment, donc la question, c'est comment une tech compagnie réfléchit. Il y a 3 grands principes. Premièrement, l'infrastructure. Comment réfléchit une non-tech compagnie? On prend la SNCF, vous avez tous vu ces petits portillons. Ils ont des infrastructures déployées dans des dizaines de milliers de gares qui vous permettent de scanner le QR code de votre billet. Et ce software-là, premièrement, il n'est pas paramétrable par Wi-Fi. On ne peut pas le modifier par Wi-Fi, on ne peut pas l'updater par Wi-Fi. Et deuxièmement, il ne scanne qu'un QR code. À côté de ça, vous avez des softwares, des entreprises de tech qui vont, par exemple, pour une histoire de thermostat, vous allez avoir un thermostat connecté. Ne me demandez pas l'utilité, ce n'est pas le sujet. Et dans ce thermostat connecté, il n'y a pas qu'un thermostat,
il y a 9 autres capteurs qui, dans un premier temps, ne sont pas utilisés, mais ils sont déjà installés pour le jour où il y aura le business model permettant l'utilisation de ces capteurs, cette infrastructure soit déjà en place. Donc, on pense à ce que l'infrastructure, dès le départ, elle puisse être expandable, on puisse la faire croître et qu'elle puisse être active, c'est-à-dire qu'on puisse l'updater et qu'on puisse la faire évoluer à distance dès le départ. Le deuxième point, on pense vélocité avant tout et baisse de friction, baisse de toute friction à l'adoption d'une solution. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le passage à l'échelle. Faire un POC 18 mois dans une usine pour qu'ensuite la répétition d'un proof of concept qui a marché mettre à nouveau 18 mois dans l'usine d'à côté n'a pas de sens. Faire un POC quelques semaines sur quelque chose de peut-être plus petit et qu'ensuite on sera délivré sur et déployé sur l'ensemble du groupe en quelques semaines ou en quelques mois a vachement plus de sens. Et enfin, on pense avant tout à l'expérience utilisateur. Donc, on aime beaucoup cette petite photo parce que vous voyez, il y a un designer qui a créé des allées formidables avec un pavage top. Et puis, l'utilisateur, lui, il n'a pas envie de faire le tour, il veut aller directement au bout. Penser que l'utilisateur est un con parce qu'il n'utilise pas correctement le software, c'est penser à l'envers. Si l'utilisateur n'utilise pas comme on voudrait le software ou le produit, je parle de software, mais on pourrait parler d'un produit quel qu'il soit, c'est qu'on a juste mal pensé le produit. Ce n'est pas l'utilisateur. Du coup, OK, mais c'est bien joli tout ça, mais comment on fait pour basculer d'une entreprise non tech à une entreprise où la tech devient les nouvelles opérations? Il y a 3 grandes étapes et il faut les faire dans cet ordre-là, surtout pas dans l'autre. Tout d'abord, il va falloir digitaliser les process. Si on prend le cas de Michelin, ils ont commencé par mettre des puces RFID dans leurs pneus. L'objectif, c'est de collecter de la data. Okay, donc, on digitalise, pas seulement parce que remplacer un tableau ligne par un écran de télévision, c'est plus joli, mais surtout parce que remplacer un tableau ligne où on efface le problème à la fin et où on ne capitalise absolument pas sur la donnée avec un software qui permet cette donnée a énormément de valeur. Récemment, on voyait encore Levis qui faisait cette annonce-là, où ils allaient travailler sur… ils ont réussi à digitaliser 100 années de production de jeans et ils vont travailler sur ces 100 années de production de jeans pour définir les nouvelles tendances, etc., trouver les patterns, etc. etc. Ensuite, vous travaillez sur la mise à disposition de cette donnée, d'une donnée qui est compréhensible et qui est propre. Donc, dans le cas de Michelin, ils ont un data lake, ils ont collecté toutes ces données, ils ont fait toutes ces analyses statistiques. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir éventuellement changer de business model, changer la façon dont vous construisez vos produits à l'échelle, tout en itérant rapidement, parce que l'itération, on verra juste après, c'est aussi quelque chose d'absolument critique. Autre point extrêmement important, en réalité, tout ça, ça c'est la méthode, il n'y a rien d'infaisable. Hein. Ce qui est compliqué, c'est la culture. Et la culture, c'est quoi? Ça veut dire que premièrement, la tech, il faut comprendre que la tech, c'est les nouvelles opérations. Ça veut dire qu'il faut aussi que le top management comprenne que la data doit être au centre de tout, qu'on comprenne aussi que le processus d'itération avec le droit à l'erreur fait partie d'une nouvelle façon de travailler. Alors, je sais qu'on a une culture d'ingénieur où on se dit on veut du bon du premier coup et il n'y a que ça qui est bon, il n'y a que ça qui marche. Eh bien non, l'itération a extrêmement d'importance. Les frères Wright ont été les premiers aviateurs à faire décoller un avion.
il a été démontré que un des éléments différenciateurs qui a fait qu'ils ont été les premiers, alors qu'il y avait des dizaines d'équipes qui essayaient de faire voler les avions en même temps, ce fut le fait qu'ils utilisaient des prototypes avec un bois très léger et de la toile, ce qui fait que quand ils cassaient le prototype, ils ont pu reconstruire de nouveaux prototypes extrêmement rapidement, alors que la plupart de leurs concurrents faisaient des prototypes dans un bois très solide, etc., etc. Et ils n'ont pas pu itérer aussi rapidement, faire de nouveaux prototypes aussi rapidement que les Fairlight. Là, c'est la même chose. Et ne nous trompons pas non plus. Ce que j'appelle droit à l'erreur, c'est pas le droit à l'erreur d'exécution. Quand on a dit qu'on faisait ça, on fait ça et on le fait bien. En revanche, c'est le droit à l'erreur sur les hypothèses. Je prends une hypothèse, je veux valider ou invalider cette hypothèse, et à la fin, si l'hypothèse n'est pas bonne, je me suis trompé, c'est donc une erreur, et c'est pas grave, j'ai passé à l'hypothèse suivante. Et c'est ce droit à l'erreur-là qui, pour nous, est extrêmement important. Et puis, de manière générale, c'est une nouvelle ambition pour l'entreprise et la façon dont on veut faire évoluer l'entreprise. Je vais vous parler également d'une nouvelle façon de réfléchir. La façon dont on réagit quand on veut construire une voiture, la façon dont on réagit traditionnellement, c'est on se dit, je vais d'abord faire… donc la voiture, elle est censée m'amener d'un point A à un point B. Hein, c'est l'objet de la voiture. Donc pour aller d'un point A à un point B, je veux construire une voiture, et donc je commence par les roues, je mets les roues ensemble, je mets la carrosserie, et puis à la fin, j'ai une voiture au bout de 4 ou 5 cycles. Une autre façon de faire, et on parlera de Tesla après parce que c'est ce qu'ils ont fait, vous voulez bien aller d'un point A à un point B. Un skateboard vous permet d'aller à un point A à un point B. La trottinette vous permet d'aller d'un point A à un point B. Puis le vélo, puis la moto, avant d'arriver à la voiture. Donc vous créez de la valeur dès le départ, vous créez des données dès le départ, vous testez des hypothèses dès le départ, et vous allez au final beaucoup plus vite, parce que si votre voiture en cycle 4, elle plaît à personne, vous ne le savez qu'à un moment du cycle 4. Et donc à la fin, et là vous pouvez tout recommencer. Et la probabilité que dans votre cycle en V de 5 ans, 6 ans, vous arriviez avec quelque chose qui soit exactement ce que le client voulait à la fin, elle existe, mais ce n'est pas la plus forte. Alors que si vous itérez à chaque étape en augmentant la valeur générée au client, ça déjà, ça a énormément de valeur pour le client. On prend le cas de Tesla. Ils ont commencé par acheter des Lotus Elise, dans lesquels ils ont mis des moteurs électriques. Et ils ont vendu les premières Tesla, donc ce sont des carrosseries de Lotus Elise avec des moteurs électriques Tesla et des batteries Tesla. Puis ensuite, ils ont fait une première voiture ultra luxe parce qu'ils étaient sur un petit segment, ils savaient qu'ils n'avaient pas les capacités de production pour faire de la production de masse. Et puis maintenant, ils arrivent à faire de la production de masse. Ils ont fait la même chose sur leurs fusées, les SpaceX. Ils ont commencé par acheter des vieux lanceurs soviétiques extrêmement fiables et tout pétés. Et puis, ils ont rajouté les couches software sur la partie guidage qui a permis de travailler sur le retour des lanceurs sur la base. Donc, vous voyez, ces notions d'itération et de partir sur non pas sur vouloir délivrer 100% de la valeur du premier coup, mais des portions de valeur et d'agrandir petit à petit le périmètre de la valeur fournie à votre utilisateur final. Ok, alors ça c'est vachement bien. Vous les startups, c'est marrant, mais au final, vous démarrez de rien, donc c'est plus facile. On aime bien ces deux citations. La première qui parle en effet des startups. Donc faire une startup, c'est comme sauter d'une falaise. Et puis, il va falloir qu'on construise l'avion en même temps qu'on est en train de chuter, et en plus de faire venir les passagers dans l'avion en même temps que la chute. Donc, vous voyez, ça peut être assez inconfortable. Mais partir avec un historique, avec une équipe qui est existante, c'est pas évident non plus, parce que là, on est sur un avion qui vole, il y a des passagers dedans. Il va falloir remplacer une grosse partie de l'avion pendant que l'avion vole sans perte de passagers. Donc, ce n'est pas forcément plus facile, bien au contraire.
Ça, c'est ce que, aujourd'hui, si on doit comparer ce qu'une une tech compagnie fait versus une compagnie plus classique continue à faire et dont on prédit ou prévoit, nous, la disparition, c'est que dans les tech compagnies, vous avez des exécutifs, et encore une fois, je parle bien du top management, hein, qui est acculturé à ce qu'est la tech et qui a envie d'y aller, qui a une culture de l'essai, de l'itération, qui veut surinvestir sur ses capacités de construction, avec un leadership qui est vraiment meneur sur ces aspects tech, et pour qui le digital, c'est juste un nouveau modèle d'organisation. Et pour nous, les compagnies qui risquent de disparaître sont celles pour qui les top management, bah, c'est l'inverse, hein, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la tech, qui se disent, bon, allez, on va attendre, on va plutôt lancer dans 3 ans, et puis j'espère que ce sera mon successeur qui le fera, qui a continué d'acheter, de faire confiance à ce qu'on appelle les big vendors, donc les SAP, les Dassault Systèmes, les Oracle, tous ces gens-là qui vous font croire qu'ils ne veulent que votre bien, alors que c'est absolument pas le cas. Ils veulent surtout vous donner et que vous soyez pieds et poings liés avec eux. Aujourd'hui, si on vous disait il faut acheter des machines, mais la machine, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le capot, la maintenance, vous n'avez pas le droit de la faire, et 100% de votre parc, ça doit être le même type de machine. Je pense que personne autour de la table n'accepterait ça. Pourtant, beaucoup d'entre vous font ça avec les softwares. Et parce que vous n'hésitez pas forcément bien, il y a plein de pièges dans les contrats, etc. Et même d'ailleurs chez les vendeurs de machines, il y a plein de cas où les données ne vous appartiennent pas. Or, ce sont vos données de production et vous en avez un besoin critique. Et donc, ils pensent aussi que, autre problème, on pense que 4.0, c'est un projet. Puis après, une fois que le projet est passé, c'est bon, on passe à autre chose. Alors qu'en réalité, c'est une nouvelle façon de penser et de réagir. On arrive à la fin de la phase 2. Est-ce qu'il y a des questions 12 participants. Pas de questions. Ouais. Je vois que pour l'instant, j'ai perdu personne encore, mais ça m'a un peu regret. Donc, je suis content. Super. Bah, du coup, on va passer directement à la troisième partie. Troisième partie, il y a 3 façons d'y aller. Il y a soit on y va parce qu'on est persuadé que c'est ce qu'il faut faire et on a envie d'aller manger le monde. Bah ça, c'est de façon Tesla, ça c'est les Walmart. Non, les Walmart, c'est plutôt après. C'est des gens des Michelin, tiens, par exemple. Pour nous, Michelin, clairement, ils sont dans la première catégorie. Les deuxièmes, c'est on a peur de la compétition qui est en train de se transformer. Donc là, on se retrouve avec Walmart, justement. Walmart qui est devenu une tech compagnie, clairement, aujourd'hui. Walmart, c'est l'équivalent d'un Carrefour, mais aux États-Unis. Et ils se sont pris une énorme claque à partir de 2005, face à Amazon, qui a commencé à leur tailler les croupières de façon assez violente. Et ils ont viré la moitié du bord. Ils ont recruté plein de gens qui venaient de la tech pour comprendre pour faire passer le mindset. Et aujourd'hui, clairement, Walmart a réussi sa transformation. Carrefour est en train d'essayer d'y arriver, c'est pas encore au point, mais ils sont dans ce process-là. Et puis il y a ceux qui se disent non, c'est tout ça, c'est une vague. Et on va attendre un peu, on va voir ce qui se décante, et puis on finira bien par s'en sortir. Ouais, nous on pense que 10% y arriveront, mais peut-être on ne se trompe pas. Donc, premier point important pour y arriver, c'est les people. La tech, c'est une nouvelle façon de penser et il faut s'acculturer, il faut faire venir les ressources éventuellement de l'extérieur si on n'a pas les ressources en interne. Il faut qu'il y ait une vraie volonté managériale et donc ça démarre par le top. On a la chance dans l'industrie d'avoir des ingénieurs partout.
vous seriez étonné du nombre d'ingénieurs dans vos usines qui ont déjà suivi des cours sur des Coursera, des Open Classroom, des trucs comme ça, donc des cours en ligne autour du machine learning, autour de l'intelligence artificielle, etc. Les ingénieurs, par définition, sont des gens curieux. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez déjà des ressources en interne qui sont passionnés par ces sujets, qui sont en train de se former. Et spoiler alerte, si vous leur offrez pas la possibilité de travailler sur ces sujets, il y a une probabilité non négligeable que le voisin qui va le faire va vous les piquer. Or, ce sont des ressources qui sont très valorisables. L'argent, bah ouais, ça coûte quand même un peu d'argent de commencer à se structurer. Maintenant, dites-vous aussi une chose, faire des tests, ça ne coûte pas grand-chose. Et ne rien faire du tout, ça va vous coûter encore plus d'argent. La tech, pour nous, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. C'est d'abord le mindset et ensuite, c'est alors comment je branche mes serveurs les uns avec les autres et ce genre de choses. C'est la dernière partie. Je vais vous dire, c'est quasiment la plus simple. La plus difficile, c'est l'accompagnement au changement et la transformation des mentalités. Il est quelle heure? Il est 45. J'ai presque tenu mon timing. Je suis assez content. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 10 minutes pour échanger si vous avez des questions. Si je n'ai pas perdu tout le monde. Si vous avez des questions, des insultes ou quoi que ce soit, c'est le moment. N'hésitez pas. Merci en tout cas Jean-Philippe. De l'autre côté, c'était plutôt clair. On a ce commentaire là aussi dans la conversation, dans le chat. Tout est clair. Tout Merci. est clair. Bon, écoutez, parfait. Donc du coup, Charles, je te laisse la main. Alors moi, j'avais quand même une petite question subsidiaire, Jean-Philippe. Est-ce que tout le monde est éligible à faire une entreprise tech? Tu as l'impression de bien vendre ton produit et de nous dire, mais oui, c'est tout à fait possible. Pour autant, est-ce que tu as rencontré des boîtes qui ont essayé de le faire et puis ça n'a pas marché et du coup, elles se sont mordues les doigts? Ah, on a perdu Jean-Philippe ou c'est moi? Excuse-moi, j'ai eu un petit problème de PC. Tu m'entends? Ouais, super, ça y est, on t'a retrouvé. Je suis pris de m'excuser. Tu me disais que tu avais une petite question, est-ce que tu peux la Ouais. reposer? Alors, c'était une question tendancieuse et pas très sympathique, mais il faut bien, hein. Je te connais. Est-ce que tout le monde peut devenir une entreprise tech? Est-ce que moi, qui suis une PME de 250 personnes, je peux vraiment aller dans la tech, d'une part? Et est-ce que toi, tu as rencontré des gens qui avaient pour ambition de le faire et puis qui se sont pris les pieds dans le tapis ou pas? Quel est ton retour d'expérience par rapport aux entreprises? Alors, nous, on rencontre avant tout des gens qui sont déjà convaincus qu'ils doivent y aller. La plupart ne savent pas comment faire, mais ils sont convaincus que s'ils restent comme ils sont, ils vont dans le mur. Et ils y vont en courant très très fort. Donc déjà, nous, on exclut complètement la première partie qui a besoin d'évangélisation, qui a besoin qu'on les convainque qu'il faut aller vers le 4.0. Cela ne nous intéresse pas parce que la mission, on n'est pas des missionnaires évangéliques. C'est à eux de faire leur devoir et de se convaincre eux-mêmes. Ensuite, sur ceux qui veulent y aller, ceux qu'on rencontre souvent ont un problème de méthode. Ils ne savent pas par où commencer. La bonne nouvelle, c'est que comme on les rencontre, on leur donne plein de tips, plein d'astuces, comme on a fait aujourd'hui, comme par exemple de ne pas commencer avec 20 projets parallèles qu'on lance tous en même temps, et donc on va épuiser les équipes et on va arriver à pas grand-chose. On commence par 2-3 projets max. On prend les projets qui, si possible, vont avoir le plus d'impact pour une complexité d'implémentation qui est le plus faible possible. Donc, par exemple, on va essayer de trouver des projets qui ne touchent pas directement à l'ERP.
parce qu'on sait que dès qu'on touche à l'ERP, ça commence à devenir compliqué. Puis en plus, on a le DSI qui commence à vous tomber dessus aussi, la bras raccourci. Donc, petit projet, rapide, on génère de la valeur pour le terrain le plus vite possible, parce qu'à partir du moment où on commence à démontrer qu'on a créé de la valeur avec ce type de projet, on commence à convaincre et on commence à embarquer et on commence la transformation. Ok, donc si je comprends bien, tout le monde peut y aller, il suffit d'avoir de la méthode. Il faut de la méthode. D'accord. Et ça coûte pas grand-chose. Quand je vous parle des softwares, des fameux SaaS dont je vous parle régulièrement, Software as a service, oui. Ouais, software as a service, ce sont des choses qui s'achètent sur étagère, qui s'implémentent entre 2 jours et 2 semaines, et qui ne nécessitent pas particulièrement de formation, et au final vont coûter entre 500 euros par mois et 2000, 3000 euros par mois. Donc, on parle de trucs qui sont… Enfin, c'est l'épaisseur du trait. On ne parle pas d'acheter une machine à 2 millions, quoi. Seulement, moi, ce que je vois aussi souvent, c'est que les industriels adorent acheter des machines. Et ça, ils prennent un pied fabuleux à acheter des machines. Mais dès qu'on parle d'acheter des logiciels, c'est plus compliqué parce que le ROI, il est moins maîtrisé. On a moins l'habitude. On ne sait pas forcément faire et on ne voit pas tout de suite les bénéfices que ça peut engendrer. Moi, j'ai tendance à vous dire le nombre de réunions que vous allez réaliser pour faire les comités d'investissement. Quand on voit la masse salariale qui est autour de la table, ça vous paye déjà vos 2 premiers mois de software. Donc, faites-le comme les Américains. Les Américains, ils se lancent. Si au bout de 2 mois ou 3 mois, ça ne génère pas de valeur, ils coupent. C'est l'avantage du software as a service où on est sur du paiement à l'usage mensuel. Si au bout de 2 mois ou 3 mois, ça ne vous plaît pas, vous coupez. On coupe. Donc, vous testez. On est encore dans cette optique de test and learn. Je teste et j'apprends. Et c'est vraiment cette modification d'état d'esprit qui est importante. Merci Jean-Philippe. Il y avait une question là dans le chat que je reformule à propos d'Airbus. Alors, je ne sais pas si tu les connais bien, mais est-ce qu'ils ont la capacité de s'organiser pour mettre en place des process de traçabilité et de production? Alors, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Alors, je ne connais pas suffisamment Airbus. Voilà. Nous, Airbus, quand on parle d'eux, ce n'est pas en bien. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que Airbus a créé une plateforme qui s'appelle AirSupply, qui est utilisée par la plupart des sous-traitants avec lesquels ils travaillent. AirSupply, derrière AirSupply, c'est un software qui s'appelle Palantir. Palantir, c'est un software qui est un software américain qui a été créé par un mec qui est à la solde de la NSA. Donc, vous pouvez être à peu près sûr que l'ensemble des données qui passent par Palantir sont en livre ouvert auprès de la NSA. Donc, en 1945, ça aurait été traité au couteau avec une cagoule. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, mais nous, on n'est pas loin de penser que c'est de la haute trahison. C'est le premier point. Deuxième point, le problème de cette infrastructure, c'est que c'est un écosystème fermé sur Palantir, c'est-à-dire que les sous-traitants qui travaillent entre eux n'ont pas accès à cette donnée et ne peuvent pas créer de la valeur de la donnée générée par cette plateforme. Tesla a fait un truc complètement différent. Ils ont forcé de la même façon l'ensemble des personnes à rentrer leurs données dans une plateforme, mais cette plateforme est open source, ce qui fait que vous avez des sous-traitants qui sont capables de retraiter ces données, de travailler sur ces données et de créer une valeur complémentaire pour Tesla ou pour eux-mêmes grâce aux données générées. De façon complètement différente de gérer la chose. J'aime beaucoup Airbus, c'est une réussite industrielle européenne fabuleuse et franchement, j'aimerais qu'on en ait plus comme ça. Sur la partie Air Supply, ils nous ont bien agacé. Très bien. Donc, tu n'aimes pas trop Peter Thiel, si je comprends bien. Fondateur de Palantir, et effectivement, c'est un outil à manipuler avec modération. Voilà. Super. Bah, écoute, merci encore de ton intervention, Jean-Philippe.
C'est le mot de la fin qui me revient tout simplement pour vous dire que sur cette thématique, comment la tech transforme l'industrie, Manufacturing 4.0, on a fait venir voilà, un expert du monde des startups tech, et parce qu'on a une vraie conviction chez WeNetwork, c'est de se dire que la transformation digitale, c'est l'avenir de l'industrie. Donc, elle passe par des collaborations avec des startups, elle passe, pourquoi pas, par une mutation de l'industrie vers ce que tu disais, l'entreprise tech, hein. On a cette vraie conviction, et pour aider la transformation de ces entreprises-là, et puis même des startups qui sont en limite de compétences, WeNetwork va se lancer dans un startup tour, hein, au travers des expertises électroniques qu'on a aujourd'hui chez nous. On va essayer de les mettre sur le devant de la scène, on va essayer de les déployer auprès des écosystèmes startup tech qui sont sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Donc un périple qui va se faire sur l'année 2022, et qui, j'espère, va nous permettre de continuer à faire croître la valeur dans ces startups-là qui sont certainement un relais de croissance pour l'industrie. Et en tout cas, quand on parle de transformation digitale, on est en plein dedans. Merci pour votre participation, les uns et les autres. J'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver prochainement sur un autre webinar de WeNetwork, ou bien sur le prochain salon qu'on organise sur la région d'Angers, là, qui s'appelle le CPEM, Forum de l'électronique, dès la semaine prochaine à partir du 22, 23, 24 et 25 sur Angers. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le salon. Bonne continuation à tous et merci de votre attention. À bientôt.